attendez, vous patientez un petit moment. Voilà. Alors, on est là. Parfait. Alors, si vous voyez les slides ou si vous m'entendez, vous me faites signe, s'il vous plaît. Bien. Parfait. Donc, on enchaîne. Si tout le monde m'entend. Donc, c'est le bilan martial qui permettra de faire la part des choses entre les deux. Alors, deuxième situation. Vous avez une anémie macrocytaire, normochrome, arégénérative. À quoi vous pensez? Qu'est-ce qui donne une macrocytose? Premier diagnostic. C'est la carence en vitamine B, soit la vitamine B9, soit la vitamine B12. C'est bien. Elle est normochrome. Quand il y a une carence en facteur antipernicieux, donc vitamine B12 ou vitamine B9, c'est bien seule. Voilà. Et elle est arégénérative. Alors voilà, donc c'est les carences en folate, les carences en vitamine B12, la carence D2. Il y a des gens qui ont des carences D2, surtout les sujets âgés. Et vous avez les syndromes myélodysplasiques. Et là, ce n'est pas de votre ressort. C'est les anomalies qualitatives donc, des progéniteurs. Alors, si vous avez une anémie normocytaire maintenant, hypochrome arégénérative. Une anémie normocytaire, hypochrome arégénérative. À quoi vous pensez? Comme ça. Alors, à quoi on pense? On va penser d'abord à une anémie mixte. Une anémie mixte par carence en fer et en facteurs antipernicieux. Les facteurs antipernicieux, c'est les vitamines B9 et B12. Oui, l'anémie peut être normocytaire. Pourquoi? Parce que quand vous avez une carence en vitamine B9 ou B12, vous avez une macrocytose. Quand vous avez une carence en fer, vous avez une microcytose. Alors, quand vous faites passer le prélèvement sanguin dans l'automate pour le calcul du VGM, il va aspirer des globules rouges, il va faire la moyenne, la moyenne des résultats. Donc, si vous avez autant de macrocytes si vous avez autant de microcytes que de macrocytes, vous allez avoir un VGM qui est normal. Alors qu'en réalité, vous avez l'anisocitose, vous avez les deux anomalies cellulaires. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'il y a quelqu'un qui n'entend pas. Très bien, très bien. Donc, je répète, pour celle qui a été coupée, on peut avoir donc une anémie, on a une anémie normocytaire quand on a une carence mixte, c'est-à-dire que vous avez une carence en vitamine B9 et en vitamine B12 qui donne une macrocytose. En plus, vous avez une carence en fer qui donne une microcytose. Donc, la présence des deux types de cellules, macrocytes, microcytes, quand l'automate fait la moyenne, quand il calcule le VGM, vous allez avoir un VGM qui est normal. Ça ne veut pas dire que les globules rouges ont une taille normale, non, parce qu'il y a les deux types de cellules. Alors, quand vous faites votre frottis sanguin, à ce moment-là, sur microscope, vous allez regarder et vous allez voir qu'il y a une anisocytose, il y a des microcytes et il y a des macrocytes. C'est un piège, attention, l'anémie mixte, et c'est des questions hyper tombables. Hein. Alors, on peut évoquer également, devant une anémie normocytaire hypochrome, une anémie inflammatoire. Bien, maintenant, si vous avez une anémie macrocytaire, normochrome régénérative, une anémie macrocytaire, normochrome régénérative. À quoi on pense? D'abord, elle est régénérative. Ça veut dire que l'origine centrale n'y est pas. Ça veut dire que la moelle fonctionne normalement. Elle produit des globules rouges, mais ce sont des globules rouges qui sont mal utilisés en périphérie, soit qui sont détruits et c'est l'hémolyse, soit qu'il y a très bien, une hémolyse, c'est parfait. Et une hémorragie, c'est bravo. Ah ben c'est bien, vous suivez bien. C'est bien. Donc, soit qu'elle régénère, soit qu'elle est en train de détruire des globules rouges et c'est l'hémolyse, soit qu'il est en train de perdre et c'est l'hémorragie. Alors, quand est-ce qu'on a ça? On a ça dans des situations, hémolytiques acquises ou constitutionnelles.
Donc, les anémies hémolytiques acquises, on a les anémies hémolytiques auto-immunes et les non immunologiques et les non immunologiques. Les constitutionnels, je vous l'ai dit, vous allez vous calquer sur le globule rouge. Il a une membrane, il a des enzymes, il a de l'hémoglobine. Toute anomalie dans l'un des constituants peut être à l'origine d'une anémie hémolytique congénitale. Je peux avoir une anémie hémolytique par hémoglobinopathie, par enzymopathie ou par anomalie de membrane. Alors, et on évoque également les hémorragies. Ça peut donner une anémie macrocytaire régénérative. Et l'autre piège aussi, c'est après une crise réticulocytaire. C'est bien. Ça veut dire que le patient, par exemple, il a une carence en vitamine B12 ou en folate. L'anémie, elle était macrocytaire normochrome A régénérative, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous allez lui donner de la vitamine B9 ou de la vitamine B12 et la moelle redémarre. Il va faire sa crise réticulocytaire entre le J7 ou le J10. Donc, vous pouvez avoir cette macrocytose avec une régénération. C'est bien, c'est très bien même. Alors, si vous avez maintenant une pancytopénie avec une anémie A régénérative, quand vous avez une pancytopénie, il faut toujours regarder le taux de réticulocytes pour classer l'origine de cette pancytopénie. Alors, si l'anémie elle est A régénérative, ça veut dire que l'origine elle est centrale. C'est la moelle qui ne produit pas. Et là, c'est bien. Et parmi les premiers diagnostics à évoquer, ce sont les aplasies, bien sûr, médulaires. Donc, c'est l'absence de tissu hématopoïétique pour produire les différentes lignées, où vous avez les envahissements médulaires par des métastases de néoplasie, et vous avez les leucémies aiguës également, et les anémies mégaloblastiques. L'anémie mégaloblastique, la question qui a été posée hier, je pense, pourquoi on a une pancytopénie dans l'anémie mégaloblastique, et je vous ai répondu, je veux répondre encore une fois, c'est quand vous avez une anémie mégaloblastique, vous avez un défaut de vitamine B12 ou de vitamine B9, donc qui intervient dans la synthèse d'ADN, et quand vous n'avez pas ces vitamines, il n'y aura plus de division cellulaire, il va y avoir un blocage de maturation, et on n'aura que des progéniteurs qui ne vont pas s'engager dans les différentes lignées, et c'est pour ça que vous allez avoir une pancytopénie. C'est bien, c'est très bien. Est-ce que c'est clair pour l'hématimétrie? Il n'y a pas de questions avant de passer à l'hémostase? C'est bien, on sent que vous avez assimilé quand même. Hein? Alhamdoulilah. C'est bien. Bien. Alors, on va passer maintenant à l'interprétation des bilans d'hémostase. On a fait le cours sur l'hémostase. On a été coupé encore une fois. Bien. Alors, on a fait le cours sur l'hémostase. On va un petit peu se résumer. Alors, vous allez avoir un résultat qui va vous donner un TP bas et un TCK ou un TCA, le résultat est le même, normal. À quoi vous pensez? Donc, déjà, comme ça, d'emblée, c'est une anomalie qui siège au niveau de la voie exogène. Il n'y a pas d'atteinte de la voie endogène puisque le TCA est normal. Il n'y a pas d'atteinte de la voie commune également parce que le TCA est normal. Si vous avez un TP bas et un TCA allongé, à ce moment-là, vous évoquez l'anomalie de la voie commune. Là, il n'y a que la voie exogène qui est atteinte. Et qu'est-ce qui est fonctionnel dans la voie exogène? C'est le 7. Donc, quand est-ce qu'on a des anomalies de ce genre? Il faut toujours évoquer les anomalies. Très bien, pas de carence, un déficit. On ne parle pas de carence, on parle de déficit. C'est bien. Il faut toujours évoquer les affections acquises et les affections constitutionnelles. Alors, quelles sont les affections acquises qui vont nous donner des anomalies du 7? Vous avez les insuffisances hépatocellulaires, parce que le 7, c'est une protéine qui est synthétisée au niveau du foie, et dans la synthèse, est vitamino-K dépendante. Donc, soit que vous avez une insuffisance hépatocellulaire, soit que vous avez un déficit en vitamine K, ou le patient a été mis sous traitement anti-vitamine K. C'est l'objectif, c'est d'aller faire chuter, très bien, c'est d'aller faire chuter le TP et avoir l'INR, et c'est l'élément de surveillance des patients qui sont mis sous anti-vitamine K. Vous avez également les coagulopathies acquises, c'est les coagulopathies de consommation. C'est quand vous avez une CIVD, il y a une hyperstimulation de la coagulation, il y a une hyperconsommation des facteurs. Vous avez le déficit aussi acquis en facteur 7. Ça veut dire que vous allez avoir un anticorps qui est dirigé contre ce facteur 7 et qui va détruire ce facteur 7 lors des maladies de système, par exemple, le lupus, l'APR, les conjonctivites, syndrome
certaines hémopathies malignes, peuvent donner des anticorps antifacteur 7 et donc vous allez avoir un déficit acquis. Tout ça, c'est des déficits acquis. À côté, il y a des déficits congénitaux. On peut ne pas avoir le gène qui code la synthèse du facteur 7. Et de ce fait, vous n'aurez pas la protéine, vous n'aurez pas le facteur 7. Donc, déficit acquis et déficit constitutionnel. Alors, deuxième situation, vous avez un TP qui est normal et vous avez un TCK qui est allongé. À quoi vous pensez? Il faut réfléchir et raisonner de la même manière. J'attends. TP normal, TCA allongé. À quoi on pense? Parfait. Oui, mais on a dit que le TP explorait la voie exogène et que le TP ici était normal. Donc, ce n'est pas une anomalie de la voie exogène, c'est le TCA qui est allongé et donc c'est une anomalie de la voie, très bien, de la voie endogène. Parfait. Donc, un TP normal et un TCA allongé, c'est une anomalie de la voie endogène uniquement parce que si c'était la voie commune, on aurait également le TP qui était allongé. Alors, pourquoi le TCA est allongé? Le TCA explore donc cette voie endogène, il explore le 12, le 11, le 8 et le 9. Alors, toutes les anomalies à ce niveau-là peuvent être à l'origine de l'allongement de ce TCA. De la même manière, vous allez classer les pathologies et les déficits en déficit acquis et en déficit constitutionnel. Les déficits constitutionnels, c'est les déficits congénitaux. Vous n'avez pas les gènes qui codent la synthèse de ces facteurs. Les plus fréquents, c'est l'hémophilie. L'hémophilie A d'abord par déficit en facteur 8, l'hémophilie B par des déficits en facteur 9, et vous pouvez avoir également un déficit en facteur 11 ou en facteur 12, qui, de façon congénitale, vous n'avez pas le gène qui code la synthèse de ces facteurs-là. Et vous pouvez avoir des déficits acquis. Vous pouvez avoir des anticorps qui sont dirigés contre ces facteurs-là, soit dirigés contre le 8 ou dirigés contre le 9, et ça va donner un tableau donc biologique et même clinique d'hémophilie. Mais là, le plus souvent, c'est une hémophilie acquise constitutionnelle. Le diagnostic, il est posé tardivement, contrairement à l'hémophilie constitutionnelle, où le diagnostic, il est fait précocement dans la vie. Chez le tout petit, s'il est hémophile sévère ou modéré, on va le découvrir. Dans l'hémophilie acquise, généralement, ça survient chez les sujets après l'âge de 60 ans. Et souvent, on a des maladies immunologiques sous-jacentes qui ont engendré l'apparition de cet anticorps. Autre diagnostic, ce sont les coagulopathies acquises qu'on a vu également tout à l'heure. C'est les syndromes de consommation, donc la coagulation intravasculaire disséminée. C'est clair? Il n'y a pas de questions jusque-là? Très bien. Alors là, on va enchaîner. Maintenant, si vous avez un TP bas et un TCA allongé, c'est simple. Là, j'ai répondu déjà dès le départ du TP. Qu'est-ce que vous avez? Mix, ce n'est pas une anémie. Attention. Alors, on l'a dit dans le cours de l'hémostase, c'est que pour interpréter les résultats, très bien, pour interpréter les résultats de l'hémostase, il faut garder en tête le fameux Y, voie endogène, voie exogène. Donc là, vous avez un TP bas, très bien, vous avez un TP bas et vous avez un TCA allongé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez probablement une atteinte de la voie commune. Alors, la question de Sheima, le TP, pourquoi est-ce qu'il ne reflète pas la voie commune aussi? Il reflète la voie commune, mais pas seul, avec le TCA. Quand vous interprétez un TP, il faut qu'il y ait un TCA à côté pour voir est-ce que c'est la voie exogène seule ou la voie endogène. Alors, dans cette situation-là, c'est probablement une atteinte de la voie commune. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la voie commune? Dans la voie commune, vous avez alors le facteur 10, le facteur 5, le facteur 2, vous avez le fibrinogène. Donc, tous ces déficits-là peuvent, si on n'a pas le gène, on n'aura pas ces facteurs. Donc, un déficit congénital en ces facteurs. Et vous avez les déficits acquis, c'est les maladies hépatiques à un stade avancé où le foie ne produit plus aucun facteur. Vous avez les syndromes de consommation qu'on a vu tout à l'heure, une coagulation intravasculaire disséminée qui est très importante, elle va consommer tous les facteurs. Vous avez les déficits en vitamine K, aussi ça va donner donc ce tableau-là, parce que il y a le 9 aussi qui est vitamine K dépendant.
le diphylvitamino-K dépendant. Donc, vous allez avoir le TP et le TCA qui seront allongés. Et vous avez également les accidents aux antivitamines K. Donc, quelqu'un qui est mis sous ces traitements-là, s'il y a un surdosage, donc ce médicament va bloquer également les autres facteurs vitamino-K dépendants et pas seulement le 7. Voilà, toujours, il faut raisonner en déficit acquis et en déficit constitutionnel. C'est clair pour l'hémostase? On avance un petit peu? On a encore le temps, donc je préfère profiter au maximum. Bien. On avance, il n'y a pas de questions. On va faire un peu de groupage résus, transfusion. Bien. Alors, on a fait la transfusion et on a fait les groupes sanguins. Il y a un patient, il est du A positif, il est grand C, petit c, grand E, petit e, quel négatif. Tout ce qu'on vous donne comme exercice là, c'est pratiquement les exercices et le genre, le même style que vous aurez le jour de l'examen, d'une part, et d'autre part, dans votre pratique courante. Donc, un patient A positif, il est grand C, petit c, grand E, petit e, quel négatif. Il a besoin d'une transfusion. Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Fraction de seconde. A positif, c'est sûr. Et sur le plan phénotype? Alors, le patient, il peut recevoir. Alors, on a dit qu'il était grand C, petit c, grand E, petit e, quel négatif. C'est-à-dire qu'il a les deux antigènes. Alors, on a les deux antigènes. Alors, le grand C, le petit c, il a le grand E, le petit e, il a lequel négatif. S'il a besoin de transfusion, qu'est-ce qu'on peut lui donner? Donc, d'abord, il faut que ça soit du A positif. On peut lui donner du A positif, il n'y a pas de problème. Donc, il pourra recevoir le sang qui est identique à lui, donc grand C, petit c, grand E, petit e, quel négatif. Il peut recevoir du A positif qui est doublement homozygote, grand C, petit e, quel négatif. Il peut recevoir du A positif, petit c, petit e, quel négatif. Donc, il peut recevoir les trois situations, dont le A positif. Il peut recevoir également le A négatif. Maintenant, s'il y a une extrême urgence, qu'il n'y a pas d'unité du A positif, on peut lui donner du O positif, mais là, dans le même phénotype. Alors maintenant, vous avez un patient qui est du O positif. Alors lui, par contre, il est petit c, petit e, quel négatif. Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Alors, qu'est-ce qu'on va lui donner? Il est O positif, hein? Très bien. D'abord, dans le phénotype, il est récessif. Il faut que ça soit du récessif, du petit c, du petit e, du quel négatif. Très bien. Donc, il peut recevoir du O positif avec ce phénotype ou même du O négatif avec le même phénotype. C'est parfait. Maintenant, vous avez un patient AB positif qui est grand C, petit c, grand E, petit e et quel positif? Qu'est-ce qu'il peut recevoir celui-là? Alors, on le fait. Alors, lui, alors si dans une extrême, il doit recevoir le même phénotype déjà, hein, c'est clair, la même chose que lui, mais il peut recevoir lequel négatif, c'est bien. Mais si vous n'avez pas donc de sang AB positif, vous pouvez lui donner du O positif, du B positif, le O positif, mais il faut que ça soit dans ces phénotypes-là. Ça veut dire soit un grand C petit c, un grand E petit e, un quel négatif ou positif, un double homozygote pour le grand C, pour le grand E, du quel positif ou négatif, ou un récessif partout avec un quel positif ou un quel négatif. Mais sinon, il faut que ça soit isogroupe, isorésus. C'est bien. C'est clair pour les groupages. Alors, je réponds à la question de Sheima.
Pour le TP, ça bloque toujours pour toi. Alors, le TP, c'est le taux de prothrombine. Le taux de prothrombine, quand on a fait l'hémostase et les explorations, c'est un temps à la base. C'est le temps que fait un plasma auquel vous avez rajouté du facteur tissulaire qui va déclencher le processus avec le facteur 7 pour former de la fibrine. Vous allez avoir un temps qui va explorer la voie exogène, il va explorer le 7. Alors, le temps en secondes va être transformé en pourcentage pour vous donner un taux. C'est ça le taux de prothrombine. Il explore la voie exogène. Avec le TCA, il explorera la voie commune. Voilà. Alors, on va faire un peu de transfusion pour finir. Alors, vous avez une patiente jeune qui est âgée de 29 ans. Elle est transfusée pour une anémie parce qu'elle a des ménométroragies, elle saigne, une anémie sévère. Elle reçoit 2 kilos globulaires. Alors, on a mis en place la transfusion. Dès les premières cc de la transfusion, elle fait un malaise avec une sensation d'oppression thoracique, des douleurs lombaires, une émission d'urine rouge. Elle commence à faire de l'oligurie et une hypotension. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, cette malade? Fraction de seconde. Donc là, vous voyez que la transfusion elle a été débutée et c'est les premiers cc. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Probablement, elle est en train de faire une hémolyse aiguë. Bravo. Elle est en train de faire très bien une hémolyse aiguë. Vous avez mis en contact un anticorps avec un antigène. Et là, généralement, c'est des accidents d'incompatibilité entre le sang du receveur et le sang du donneur. Alors, c'est un tableau d'hémolyse intravasculaire. Les globules rouges sont en train de se casser et d'être détruits au niveau plasmatique. Ils libèrent l'hémoglobine. L'hémoglobine libre est très toxique pour le rein. Donc, ça va donner un tableau d'insuffisance rénale et même un état de choc. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Bien sûr, il faut arrêter immédiatement la transfusion. Il faut refaire le groupage Rhésus du patient et de la poche pour identifier l'anomalie, refaire le test de compatibilité. Elle amorce un état de choc où elle est en train de le faire. Il faut assurer un remplissage vasculaire. Il y a un risque d'insuffisance rénale. Il faut aller fouetter le rein en donnant des diurétiques. Elle a été transfusée pour une anémie sur des hémorragies génitales. Donc, il faut retransfuser la patiente avec du sang isogroupe, isorésus. Et si besoin, il faut faire une épuration, donc une hémodialyse s'il y a une anurie qui s'installe. Si vous avez une CIVD, parce qu'il y a une hémolyse intravasculaire qui risque de déclencher ce processus de CIVD, il faut la prendre en charge. Bien sûr, alors la poche de sang et le tube du patient doivent être adressés au centre de transfusion. C'est le protocole d'hémovigilance, donc pour aller rechercher le pourquoi de la chose. Et l'incident doit être inscrit sur le dossier du patient, donc c'est un antécédent chez le patient. Bien, un autre cas. Un patient âgé de 14 ans, thalassémique majeur, donc il est mis sous programme transfusionnel. Il est transfusé par des culoglobulaires phénotypés. À la fin de la première unité, il développe une fièvre à 39 degrés et des frissons intenses. Un enfant de 14 ans, thalassémique, sous transfusion. À la fin de l'unité, il fait de la fièvre à 39 et des frissons intenses. À quoi vous pensez? C'est à la fin de la transfusion, hein? D'accord? Généralement, à la fin de transfusion, quand vous avez des réactions pareilles, il s'agit de réactions de frisson hyperthermie. Et ça reflète l'alloimmunisation leucoplaquettaire parce que le sujet a développé des anticorps anti-HLA. Si c'était un choc endotoxinique ou une septicémie, le tableau clinique aurait été révélé d'emblée dès les premiers CC. Mais bien sûr, il ne faut pas passer à côté d'une infection, ça c'est clair, hein. Il faut penser à une infection, mais le plus souvent, c'est une réaction d'allo-immunisation. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter la transfusion, il faut donner des corticoïdes et à l'avenir, ce sujet-là doit être transfusé par des culoglobulaires filtrés, c'est-à-dire des leucocytés, des plaquettés. On doit enlever carrément les plaquettes et les globules blancs pour éviter ces réactions-là.
Et bien sûr, il faut inscrire ces réactions sur le carton de suivi et le dossier du patient. Quand demain, s'il va aller ailleurs pour être transfusé, il faut qu'il fasse attention. Alors, un autre cas, un patient âgé de 63 ans qui est transfusé par 4 unités de PFC parce qu'il a une insuffisance hépatocellulaire, il a un TP qui est bas et il fait de l'hémorragie. À la fin de la 3e unité, il développe une sensation d'oppression thoracique, donc une gêne respiratoire, une dyspnée, et quand on l'a ausculté, il a des râles crépitants aux bases. À quoi vous pensez? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Parfait. Il est en train de faire probablement une surcharge circulatoire. Il est en train de faire un OAP. Pourquoi? Parce que c'est la transfusion sûrement, elle est massive, 3 unités de PFC. Et chez quelqu'un qui est âgé, il y a le risque de surcharge. C'est pour ça que chez les sujets âgés, c'est les sujets cardiopathes, la transfusion doit être lente et en petites fractions pour éviter très bien donc ces accidents-là. Également pour les sujets qui ont des anémies sévères, quelqu'un qui est même qui est jeune, qui a 2 grammes d'hémoglobine, donc la transfusion, il faut qu'elle soit lente parce qu'il faut donner le temps à la pompe cardiaque de s'adapter à cet apport liquidien. Alors, comment on aurait pu éviter cet accident? Donc, la transfusion doit être lente, 2 cc par kilo par heure en moyenne, surtout chez les sujets âgés, cardiopathes et ceux qui ont des anémies sévères. C'est OK? C'est clair? Donc voilà, on a fini, hein. Donc, si vous avez des questions, je vous écoute. On a fini le TD. Si vous avez des questions. Et on a fait le tour de la question pour l'hématologie. Vous avez fini le module, vous avez fini les cours et vous avez fini les TD. Donc, est-ce que vous avez des questions? La TCMH, c'est la coloration des globules rouges, c'est la chromie. Non, non, non. Les RAI, c'est pas la même chose que l'anti-D. Hein. L'anti-D, c'est un... Non, l'anti-D, c'est l'anticorps antigène grande D. Il est utilisé au commercial chez les femmes qui sont de rhésus négatif et qui ont eu des enfants de rhésus positif. Ça, c'est une chose. Pour les tests au laboratoire, on utilise pour déterminer l'antigène D du système rhésus, les anti-D aussi. Les RAI, c'est des agglutinines irrégulières. C'est la recherche de ces anticorps-là qui ont été développés après un premier contact antigénique, donc dans les différents systèmes des groupes sanguins. Si vous avez des questions, donc on a le temps, vous me dites. Il n'y a plus de questions? Eh bien alors, je vous remercie. C'était un plaisir d'être parmi vous durant tous ces jours-ci. Et puis, révisez bien, travaillez bien. Bonnes vacances. Prenez soin de vous et de vos parents. Alors, Shay, ma dernière question. Docteur, est-ce que la formule suivante est juste pour l'hématocrite? Non, attention. Hein. On dit toujours que l'hématocrite, c'est 3 fois l'hémoglobine. Mais pas 32, hein. Attention, Shay. Hein. Voilà, prenez soin de vous et bonnes vacances. Travaillez bien. On se reverra à la rentrée, Inch'Allah. Bon courage.